Bonjour à tous et bienvenue dans la Loge des Rencontres Inspirées. Dans ce podcast, nous partirons à la rencontre de personnes profondément vivantes et inspirantes qui nous raconteront comment leur épanouissement personnel a permis de donner un nouveau tournant à l'exercice de leur profession. Je suis très heureuse de partir aujourd'hui avec vous à la rencontre de Morgane, une femme de 32 ans pour qui l'expérimentation est un réel moteur de vie et qui a accepté de nous parler un peu de son évolution professionnelle et personnelle. Salut Morgane. Salut. Alors Morgane, tu es actuellement factrice et avant cela, tu as eu pas mal d'autres expériences dont nous parlerons par la suite, bien évidemment. Ton deuxième métier est celui de maman, puisque tu as un petit garçon de 2 ans. Et parallèlement à tout ça, tu as entamé un chemin d'évolution personnelle qui a un petit peu bouleversé ta façon d'exercer ton métier, mais aussi ta vision de la parentalité. Donc en premier lieu, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton parcours professionnel, quel métier tu as exercé auparavant, comment tu en es arrivé à ton métier actuel? Oui, alors pour mon parcours professionnel, comment dire? Disons que j'ai suivi euh, les expériences et les choix qu'on me proposait. Disons que déjà poussée par une envie de quitter le nid familial, j'ai entamé un apprentissage dans une ville où j'habitais en coloc. Et ensuite, suite à ça, en fait, dès qu'on me proposait un boulot, j'y allais parce que je considère que si on me propose, pourquoi pas? Il y en a qui y arrivent, donc pourquoi pas moi? Donc j'ai fait plein de boulots différents, que ça soit travailler dans des magasins, dans des grandes surfaces, en boutique spécialisée bio ou dans des grandes surfaces moins éthiques, on va dire, ou alors être éducateur spécialisé, AMP, éducateur canin, voilà. Donc comment dire, j'ai un parcours hyper varié. Et donc là, en ce moment, c'est vrai que je suis factrice, c'est un métier que j'affectionne beaucoup. Déjà, tu travailles en extérieur, tu gères ta tournée, t'as personne sur le dos, t'as pas de patron. Donc ça, pour moi, avoir cette liberté aussi, cette liberté d'action sur mon travail, c'est très important. Et d'avoir un contact quand même avec l'humain. Donc ça, c'est très important aussi pour moi. En gros, je suis un peu la bête noire de Pôle emploi et de tous ses conseillers. Parce que quand on me demandait, tu veux faire quoi plus tard? Moi, j'en sais rien, moi. Vous me proposez quoi? Proposez-moi des trucs et moi, j'y vais. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça, en fait, que je guide ma vie. Qu'on guide ma vie, plutôt. D'accord. Pour ce qui est de ton parcours personnel, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton évolution, par où ça a commencé, qu'est-ce qui a changé en toi et comment ça a un peu changé ta vision de tes différents métiers, du coup? Tout a commencé, on va dire, avec une rencontre. Euh, j'ai rencontré Meiko qui partage ma vie depuis 12 ans maintenant. Donc c'est ma chienne. Elle m'a totalement choisie. C'est une bougresse. Quand on te laisse pas le choix et que c'est comme ça, on t'impose une présence, tu peux que accepter puisque de toute façon elle avait choisi de rester avec moi. C'est une chienne qui a du caractère et que j'adore et qui est très libre. C'est une croisée husky, donc avec tous les clichés qu'on peut avoir, hein. Imaginez-moi courir après mon chien qui court après le mouton dans le champ. Donc quand on a été, on va dire, élevé d'une certaine façon, avec un cadre très strict, avec des angles bien obtus, avec une façon de penser très très forte, et qu'on se retrouve à du coup recréer ce schéma-là avec, là en l'occurrence mon chien, et que ça ne fonctionne pas du tout. Non, c'est même pire. En fait, ça marche pas. Plus je crie, plus elle s'en va. Même si je lui fous une petite tatane ou quoi que ce soit, c'est encore pire, mon Dieu. Donc on se pose des questions sur soi. Par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre chemin, une autre façon de faire? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, en fin de compte, que le monde qui a toujours existé devant mes yeux, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière cet écran? Et du coup, à force de creuser et de réussir à être en harmonie et en bonne relation avec cette petite être dépendant de moi, plein de poils et d'amour, j'ai fait plein de rencontres, plein d'expériences et je me suis tournée vers quelque chose de plus spirituel, de plus positif, ne serait-ce que la communication du coup non violente et des approches plus, on va dire, humaines. Ce qui est très drôle pour une relation maître-chien. Mais oui, oui, c'est vraiment considérer l'être à part entière et du coup ses sentiments et ses besoins aussi propres à lui. Et du coup, partant de mon éducation
mon schéma très classique, voire un peu dur et un peu borderline, bah, j'en suis arrivée à la conclusion de dire qu'en fait, bah, si je veux viser une harmonie, une paix au sein de mon foyer avec donc ma chienne, mais après ça s'est bien sûr répercuté sur mes amis, sur mon compagnon de l'époque. Si je veux réussir à arriver à cette paix, à cette sérénité, à cette harmonie, bah, l'éducation au bâton, ça marche pas. Et donc la communication au bâton avec les autres êtres humains, ça marche pas non plus. Donc voilà le pourquoi. Et comment j'y suis arrivée? Bah, avec des rencontres, tout simplement. Je suis beaucoup dans l'expérimentation, donc c'est beaucoup les rencontres. D'accord. Et la communication non violente, tu pourrais nous en parler un petit peu plus parce que ça m'intéresse beaucoup. Alors la communication non violente, je peux en parler très mal. Je suis juste une petite débutante là-dedans. J'ai une amie qui le fait très bien. Alors du coup, je fais quoi? Je passe beaucoup de temps avec cette amie. Voilà. J'ai essayé, non, je lis des bouquins, on connaît les principes. Il y a des principes très simples. Le parler girafe, le parler chacal, ça c'est la base, hein. Là. Euh, la girafe étant l'animal terrestre ayant le plus gros cœur. Et donc le chacal qui lui va représenter le jeu accusateur, enfin le tu accusateur. Donc la communication non violente, c'est quoi? C'est dire je et je ressens. Donc qu'est-ce que je ressens? Il s'est passé quelque chose, ou aujourd'hui ou sur l'instant T ou quoi que ce soit, et qu'est-ce que je ressens moi? Donc ne pas être dans le tu, t'es rentré à la maison, tu as tout de suite râlé parce que le ménage n'était pas fait, ou tu n'as pas fait le ménage quand je suis rentrée à la maison, c'était tout en bordel, tatati tatata. Donc ça c'est le tu accusateur du chacal. Donc qu'est-ce qu'elle fait la girafe? Elle parle de jeu, avec son gros cœur, avec bienveillance. Elle va dire ce qu'elle ressent, elle, quand elle rentre par exemple du travail, après sa journée de boulot et que c'est loyer à la maison. Donc là, elle va dire, bah, je ne me sens pas bien quand je rentre chez moi et que c'est le bazar. Moi, j'ai besoin de plus d'ordre. J'ai besoin que la maison soit plus propre, et pour me sentir bien dans cette maison, j'ai besoin qu'il y ait plus d'ordre et que ça soit plus en harmonie avec ce que je ressens. Donc bah, qui ait pas les chaussettes ou les trucs qui traînent partout, etc. Pour moi, c'est important. Donc, elle va parler d'elle et va dire je. Donc, se recentrer sur soi. Donc, après, c'est pas parce qu'on parle girafe que c'est toujours bien perçu, hein. Faut pas déconner. Mais, en tout cas, on ne pourra pas reprocher à une girafe de parler d'elle et de ses sentiments en tant que je. Vu que là, tu n'accuses pas et tu ne reproches pas. Donc après, si pour l'autre, c'est difficile à entendre, ce qui est totalement possible aussi, hein, euh, disons qu'en reparlant de cette discussion avec ce qui s'est passé, on pourra se recentrer et reformuler ce qu'on a dit, toujours en parlant de soi, pour que l'autre perçoive bien qu'en fait, c'est dans un but constructif, c'est dans un but en fait que chacun se sente bien. Je te parle de moi, toi en réponse, j'attends que tu me parles de toi aussi. Que tu me dises par exemple, désolé, le ménage quand t'es rentré à la maison n'était pas fait, mais j'avais besoin de me reposer, j'étais fatiguée de ma journée. Et pas, ouais, bah ça va, toi aussi tu fais pas les courses tous les vendredis. Enfin, tu vois, Oui. c'est qu'on arrête de parler du tu accusateur et qu'on parle du je, et donc de ses sentiments et de ses ressentiments. Donc c'est un exercice quand même, c'est un exercice assez gymnastique, hein, assez compliqué au départ, hein, parce que après, je sais pas, hein, ceux qui ont été élevés dans des familles justement basées sur la communication, j'en ai déjà rencontré une personne comme ça, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Eux, pour eux, ça va être d'une facilité incroyable, mais on nous apprend pas, je pense, enfin la société où en ce moment on nous apprend, ou avant plutôt, on nous apprend pas à bien se centrer sur soi et à bien parler de ce qu'on ressent. Ça, on trouve ça en thérapie, on trouve ça en travail de groupe, on trouve ça, mais de soi au quotidien, au travail au quotidien avec les personnes de ta famille, avec les personnes de ton foyer, de ton compagnon, ou ton conjoint, ta conjointe ou quoi que ce soit, on n'a pas ces profils-là, on va dire, de parler de ce qu'on ressent. Ça commence maintenant avec tous les jeunes parents en éducation non violente, avec du coup les enfants qui en découlent, et les futures générations d'enfants vont être super, ça va être trop bien, parce qu'eux, ils apprennent vraiment à communiquer et à dire ce qu'ils ressentent.
Et on les pousse à dire ça. Déjà, c'est enfin reconnu que les enfants ont une âme, donc ça c'est génial. Quelle avancée incroyable. Il y a 30 ans, on pensait encore que les enfants n'avaient pas d'âme quand ils naissaient. Et là, on les reconnaît vraiment en tant que personnes propres. Et du coup, on les pousse à communiquer et à dire ce qu'ils ressentent. Et on prend en compte ce qu'ils ressentent. Donc ça va faire des adultes formidables et ça, c'est top. Pour nous actuellement, donc vu qu'on n'a pas ces profils-là, que ça soit vis-à-vis de nos parents, nos grands-parents qui nous ont montré d'autres schémas, même la télé, les médias, tout ça, c'est regarder un film, hein, c'est les engueulades de couple, ça crie, ça casse des vases, des assiettes, après ça se réconcilie sur l'oreiller de façon fougueux, etc. Et on nous dit c'est ça l'amour. Non, ça c'est l'amour, c'est tout pourri ça. C'est pas ça l'amour. Non, ça c'est de l'audimat. C'est pas ça la vraie vie, ça marche pas là. Non. Non, on ne s'insulte pas et 2 secondes après on se roule des pelles, ça ne marche pas. Du coup, la communication non violente sur laquelle on tend, ça peut être très difficile aussi parce que d'un côté, on se met à nu devant l'autre, parce qu'on parle de des sentiments et de ses émotions. Et ça, c'est un sujet tabou, quoi. On pleure pas, on n'est pas faible, on fait pas ça, tu vois. C'est exactement ce que j'allais te dire, ça donne un peu cette impression aujourd'hui que quand tu veux te confier un petit peu sur tes ressentis, tes sentiments, etc., c'est vu un peu Ouais. comme de la faiblesse. On a l'impression que tu n'es pas fort, tu ne sais pas gérer en Mm. fait tes sentiments et donc du coup c'est vu comme un peu quelque chose à fuir en fait et à éviter. Ouais, c'est une faiblesse. T'es la petite gazelle blessée là dans la savane, tu sais, qui Exactement, boitouille ouais. comme ça là devant les lions là, qui te regardent prêts à te mettre en pièces. Voilà. Donc on vit dans cette société là et c'est ce qu'on nous a montré et c'est ce qu'on nous a appris depuis toujours. Donc c'est vrai que c'est très difficile du coup de briser ces schémas là, de montrer ses faiblesses, de dire bah non en fait bah non moi ça me fait souffrir qu'il y a ça et surtout encore nous deux on est des femmes mais imagine les hommes. Mm. Imagine le mec, je sais pas moi, 1m80, la grosse beubare, bien le mec, tu vois, qu'on voit bien viril, le mec il fait du rugby, il boit de la bière et tout, et il te dit comme ça, non mais en fait ça m'a blessé profondément dans ma confiance en moi, quand tu m'as parlé du ménage et du désordre dans la maison, et machin, et en fait je me suis rendu compte que c'était en moi qu'il y avait ce désordre. Est-ce que tu vois la scène? Tu vois, c'est limite comique, et du coup en fait ça ne devrait pas nous faire rire, parce Mm, que mm, ça devrait être normal. Et pourtant, on mm. en Tout à fait. parle et on trouve que c'est limite une scène comique qui n'existerait jamais et quoi que ce soit. Alors que non, en fait, c'est ça qu'il faudrait, c'est de se laisser la possibilité de s'exprimer en dehors des préjugés. Oui, ça me fait penser un peu à... Enfin, je vais parler d'une expérience plutôt personnelle, mais avant, quand j'exprimais un sentiment, une émotion ou quelque chose comme ça, en fait, j'avais l'impression de montrer une faille et j'avais l'impression que les personnes pouvaient utiliser ce que je leur disais contre moi. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens pour qui c'est le cas encore aujourd'hui, en fait. Oui, mais parce que c'est comme je te disais, c'est comme ça qu'on a été élevés. Encore nous, on a la possibilité d'être faibles parce qu'on est des femmes, tu vois. Imagine si t'étais un gars, ça serait encore pire, tu vois. Une femme qui pleure devant Nemo ou Bambi ou la scène horrible de Mufasa qui tombe dans le vide comme ça, tu vois. Ça c'est possible, tu vois. On reprend notre grand barbu d'1m80 qui fait du rugby, lui ça serait pas accepté, tu vois. Mm, Et même en étant une femme, on est touché par ça. On est touché par ça parce que plus tard on est amené aussi, enfin, après, c'est ma vision des choses, mais plus tard, on est aussi amené à assumer la famille, etc. Donc, on va avoir des responsabilités. Et disons qu'avoir des faiblesses et avoir des failles, ça veut dire qu'on n'est pas responsable. On n'est pas quelqu'un de fiable. Parce qu'on est faillible. mm. Tu vois? Et du coup, bien sûr qu'il y a des personnes qui sont encore bloquées dans ces schémas-là. Ça, c'est obligé parce qu'on n'a pas tous, on n'a pas tous un environnement autour de nous qui nous tend à nous améliorer ou à réparer, on va dire, les pots cassés, tu vois. Certains, ils vont rester toujours avec leur même schéma et ils vont même répéter ces schémas-là avec leurs enfants, etc. Ils vont rester bloqués dedans parce que la vie, elle est comme ça. Tu vois, il y a une façon de penser aussi où ça a toujours été comme ça, donc pourquoi changer? Et, euh, et du coup, oui, il y a des personnes qui sont bloquées là-dedans et c'est vrai que c'est assez horrible et que, en fin de compte, dans ce raisonnement-là, t'as que des amis très proches auxquels tu peux te confier et vraiment à qui te tourner et à montrer ses blessures. Et encore, c'est un problème après parce que même les amis très proches,
t'as un manque de confiance parce que t'es toujours dans le doute, est-ce que ça va aller si je lui en parle? Ou avec ton compagnon, est-ce que ça va aller si je lui en parle? Est-ce que plus tard, lors d'une dispute ou quoi que ce soit, ça va pas être retourné contre moi? Mais je pense que, avec le raisonnement, avec la communication non violente, vu que tu apprends aussi à tout simplement assumer ce que tu es, donc assumer tes sentiments, assumer en fait cette part de faiblesse qui du coup fait partie aussi de tes qualités, tes défauts, tes faiblesses, tes forces. Tout ça fait partie de toi, c'est le total packaging de luxe, tu vois. Tout ça fait partie de toi. Et avec la communication non violente, ce qui est génial, du coup, c'est que tu apprends à assumer ces parts de toi, tu vois. Et du coup, pas que les bons côtés ou ceux qu'on appelle les bons côtés ou les mauvais côtés. Tout fait partie de toi. Donc aussi apprendre à aimer et à assumer tout ce qui fait partie de toi. C'est pour ça aussi que le raisonnement change avec cette méthode de communication et on va dire de cette façon de vivre. Oui, effectivement, en fait, ce que je pense, c'est que, je l'ai compris un petit peu après, mais j'avais peur que les gens utilisent ce que je leur disais contre moi, mais parce que c'était quelque chose que je n'aimais pas chez moi. En fait, j'avais honte de cette faiblesse-là, alors qu'il n'était pas en réalité une faiblesse, mais euh, j'étais touchée que les gens l'utilisent contre moi parce que moi-même, je la voyais et moi-même, elle me dérangeait. Alors que, en fait, quand tu comprends que c'est une partie de toi et que tu l'acceptes, t'as pas peur que les gens l'utilisent contre toi parce que finalement, tu l'acceptes totalement et donc t'as même pas l'impression qu'ils l'utilisent contre toi, en fait. C'est vraiment ça, c'est s'assumer, s'accepter pleinement. C'est pour ça que le jeu de la girafe, je le trouve Mm. génial parce qu'on parle toujours de soi et du coup en parlant de soi, on s'accepte et on s'aime soi, on se tourne vers soi. Donc on s'intègre soi, tu vois, nos sentiments à nous. Donc c'est vraiment se faire face à soi-même et à dire bah ok bah j'ai ça qui me fait peur, j'ai ça qui me met mal, j'ai un problème à ce niveau-là, enfin j'ai un problème, ça me fait réagir à ce niveau-là, par exemple ma confiance en moi, voilà, ma confiance en moi, bah, j'ai des soucis à avoir confiance en moi, donc voilà, quand tel et tel comportement s'offre à moi, en fait j'ai des soucis à avoir confiance en moi. Mais du coup, tu vois, au lieu de se tourner vers l'autre et de lui faire ses reproches, parce que je reviens toujours à mon parler girafe et parler chacal de la communication non violente, au lieu de se tourner vers l'autre et du coup se tourner le dos à soi-même, avec la girafe tu parles de jeu, donc tu t'acceptes pleinement, tu vois. C'est ça qui est fantastique. Et en effet, si c'était accepté et si tu l'avais, on va dire, si tu avais une reconnaissance par rapport à ça, parce que même si c'est des défauts ou même si c'est des failles, c'est quelque chose qui fait partie de toi et c'est quelque chose qui t'aide à t'améliorer et à avancer, donc il faut remercier quand même d'avoir ces côtés-là. Si tu avais pleinement intégré ça, en fin de compte, tu n'aurais aucun souci, tu ne serais pas touché. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. C'est si tu parles de quelque chose, si quelque chose te dérange, t'en parles pas, tu le caches, tu vois. On va parler d'un truc qui est vachement Mm. plus dans le visuel. Une jeune personne avec des rondeurs. C'est mon cas. Si j'accepte mon corps et que je me sens bien avec, bah tu vas voir, je vais bien m'habiller, je vais me mettre en valeur, je vais bouger quand même, je vais être vachement active, je vais être bien, je vais pas être cachée, la tête rentrée dans mes épaules, tu vois ce que je veux dire? D'autres personnes qui vont moins s'assumer, du coup elles vont essayer de se cacher aux yeux des autres et aux yeux de soi-même, elles vont se cacher avec plein de couches de vêtements 3 fois trop grands au-dessus d'eux, elles vont pas du tout prendre soin de leur corps. C'est l'exemple bateau, mais ça marche très bien, du coup là c'est très visuel parce que c'est le physique, mais du coup avec les défauts, avec les failles, ça marche de la même façon. Oui, tout à fait. Alors, la communication non violente, visiblement, a fait partie de ton évolution personnelle. Comment est-ce que cette évolution, à l'aide de la communication non violente, t'a permis d'avoir un rapport à toi-même changé et aussi un rapport aux autres qui a été différent par la suite? Vachement moins de conflits, on va pas se leurrer. Si on arrive vers l'autre, on arrive vers l'autre, en face de l'autre, avec, on va dire, le cœur grand ouvert en disant, voilà ce que j'ai ressenti, tu vois. Il va pas te le planter comme ça, comme un vieux sadique. Non, ça c'est des fausses idées, c'est des fausses peurs qu'on se fait, qu'on se crée totalement. Tu vas plutôt dire, ah ouais, bah dis donc, c'est gros. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a vachement moins de conflits. Bah, puis de toute façon, toi tu n'es pas énervé. Tu n'es pas énervé, tu parles de ton ressenti. Ah oui, par contre, la communication non violente, ça marche bien quand on n'est pas vénère, hein. Si on est vénère, il s'est passé un truc, t'es Ouais. vénère.
ça va te calmer, t'es gentil, tu mets de l'ordre dans tes idées. On fait une rétrospective, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai ce sentiment-là qui est né en moi, qu'est-ce que ça veut dire. Et j'essaye toujours de commencer ma phrase quand je vais communiquer avec l'autre par je. J'ai ressenti ça, ou là j'ai vécu ça comme ça, patati patata. Donc du coup, vu que tu es dans une rétrospective, que tu parles de tes sentiments, que tu t'es calmé, etc., tu vas pas venir agresser l'autre, tu vas pas être au créneau avec l'autre, donc vachement moins de conflits. Puis du coup, c'est des communications vachement plus constructives. Tu cherches une solution, ou tu cherches juste à être entendu. Entendu, c'est-à-dire être reconnu, être estimé. À ce moment-là, il s'est passé ça, je me suis sentie mal, ça m'a bouleversée dans ma confiance en moi, dans ma place au sein de notre équipe. Donc tu attends quoi? Que l'autre, il t'entende, il t'estime en disant, mince alors, je vais prendre en compte plus tes sentiments, je vais faire attention pour prendre en compte tes sentiments, pour plus que cette situation arrive et plus que tu te sentes blessé. Et je vais même aller plus loin, parce qu'il y a que de la communication non violente, mais je sais pas si ça fait partie de la communication non violente, parce que comme je t'ai dit, moi je suis une bille. Hein. Moi, ce que j'essaye de faire au quotidien, mais je ne vis pas encore très bien, et justement essayer de travailler là-dessus, ça m'ouvre des portes incroyables, c'est de ne plus utiliser le non. C'est con, hein? C'est tout ballot. Voilà. On dit plus non. En fait, je me suis rendu compte que le non fermait énormément les portes et cloisonnait énormément les conversations. Disons que par mon expérience d'éducateur canin, déjà, moi je suis éducateur canin en méthode positive, tu n'utilises pas le non parce que le non ne veut rien dire, il n'a aucune valeur éducative. Non, pourquoi? Tu dis non, mais même en conversation avec un adulte ou quoi que ce soit, ou un enfant, tu dis non, mais tu dis non de quoi? Tu vas lui dire non à ton gosse pour qu'il arrête de courir, tu vas dire non pour pas qu'il touche à ça, tu vas dire non pour tout et n'importe quoi. On l'utilise tout le temps. On dit non et une phrase derrière. Mais on commence par non. Et du coup, ça cloisonne et ça casse directement le dialogue. Quand tu discutes avec quelqu'un, etc., et que tu lui dis non, directement, tu stoppes son idée, il n'y a aucune discussion possible, tu fermes totalement la porte. Et du coup, j'ai remarqué, de mes petites expériences, parce que j'adore ça, que en virant ce mot de mon vocabulaire, pas la négation, hein, t'as le droit de pas être d'accord, on n'est pas des saints, même les saints, je suis sûre qu'ils sont pas d'accord à des moments, mais juste en retirant ce petit mot-là, ça laisse quand même la place au dialogue et à l'échange. Et ça, je sais pas si ça fait partie de la communication non violente, mais ça a vachement changé ma vie. Juste ce petit mot de 3 lettres, tu vois, tout ballot, là, tu le vires. Voilà. Un truc à tester. Et c'est un petit exercice à se dire, style les jours faciles, par exemple le dimanche, là, quand on se lève à midi, qu'on voit personne, on reste en pyjama. Ah bah là, je vais pas dire non. On se fait des petits challenges petit à petit. Par exemple, j'ai arrêté de fumer. Tu vois, on me dit, c'était pas trop dur. Je pourrais dire, non, c'était pas trop dur, ça allait très bien. Mais pourquoi dire le non? T'as arrêté de fumer, ça va, c'était pas trop dur? C'était pas trop dur, je m'en suis bien sortie, etc. Et au contraire, je peux continuer ma phrase. En fait, ça me laisse même la possibilité de continuer ma phrase et que l'autre rebondisse dessus. Et en fait, ça t'ouvre vraiment l'échange et le dialogue avec l'autre et ça te permet vraiment de t'exprimer. Ouais, c'est à expérimenter. Ouais, il faut tester. Et c'est franchement dur. Ça a l'air, oui. Mais je suis sûre que quand j'aurai banni ce mot de mon vocabulaire, je serai vachement moins coincée avec moi-même. Alors du coup, comment tu perçois ton métier par ces différentes évolutions de toi? Qu'est-ce que ça change, par exemple, comme tu es factrice avec les clients? Comment ça a changé ta façon d'exercer ton métier? Je suis vachement plus diplomate. Non, sérieux. Alors vraiment, je suis vraiment plus diplomate, même avec les collègues, avec les clients. Ça m'a permis, on va dire, de leur accorder plus de temps, donc d'être plus tournée vers l'humain. Et du coup, de leur expliquer, par exemple, s'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Donc, leur expliquer le pourquoi. Des fois, prendre le temps de gérer un conflit, d'écouter le client. Oui, il n'est pas content, son colis, il a été béné par-dessus le portail, tout s'est renversé, tout est cassé. Ah oui, ça, c'est vraiment ballot. Seulement, c'était pas nous, c'était un transporteur concurrent. Donc, tu as la Morgane d'avant qui fait mais non, mais c'était pas nous, c'était UP. Alors tu vois, ça c'était la Morgane d'avant et la Morgane de maintenant. En fait, je vais prendre le temps au client de lui expliquer, limite de l'accompagner dans ses démarches pour se faire rembourser, etc. Donc lui apporter ce réconfort-là humain
Surtout que je suis factrice en campagne et il y a aussi l'isolement de nos petits vieux. Donc ça joue. Parce que le facteur, c'est la personne, c'est la seule personne des fois qu'il va voir dans sa journée, voire même dans sa semaine. Donc Mm. apporter ce réconfort-là, où tu envoies plein d'amour comme ça au petit vieux que tu rencontres et à qui tu donnes une lettre et que tu es tout content et que si tu vois pas le petit vieux, tu lui laisses un petit mot sur sa lettre, etc. Parce que tu sais que le réconfort et la chaleur humaine, c'est très important. Comme au contraire, le client pas content qui te fout une fumée monstrueuse parce qu'il pleuvait, que tu étais en vélo et que son courrier il est mouillé. Tu vois, ils ont pas de pitié et qui t'embrouille parce que sa lettre elle est toute trempée ou que quoi que ce soit. Juste de réussir à bien respirer, de se recentrer, de revenir dans la terre pour être bien dans sa base et de laisser tout ça couler. Mm. C'est ne pas tout prendre à cœur du coup et prendre le recul et des fois juste de servir de pas de punching ball parce que je n'encaisse pas les coups, je les sens même pas vu qu'ils coulent sur moi et elles partent directement dans la terre et en fait eux ils se permettent de se vider. Une fois qu'ils sont vidés, qu'ils sont plus dans leur émotionnel, c'est bien, on va pouvoir parler. On va retourner dans nos bons vieux girafes et chacals. T'as fait ton canidé, maintenant on va rentrer dans la girafe. Donc pour permettre vraiment de les accompagner. Pareil avec mes collègues, ça va être vraiment comprendre pourquoi Micheline elle est hyper vénère et super désagréable tout le temps et qu'elle se défoule sur tout le monde. Et tout simplement lui tendre la main. Et j'en suis très contente de ça parce que j'ai une collègue qui est comme ça et ça fait 1 an et demi que je bosse avec elle et elle est très dans le je me déverse de toute ma frustration de ma vie sur les autres et que moi je continue à lui tendre la main, à lui rendre des services, à rendre son travail moins pénible, à l'aider, etc. Où tout le monde me dit mais pourquoi tu fais ça, jamais elle te dira merci. Et ben maintenant elle m'aide, tu vois. Mm. C'est vraiment tendre la main et ne pas avoir peur de tendre la main. Pendant 3 siècles et demi, t'as mal au bras tellement t'as la main tendue comme ça, tu vois. Et t'attends qu'on la prenne et t'es là, vas-y, je crois en toi. Limite, tu perds espoir et qu'en fait, on la prend. Et ça, c'est génial. Et du coup, tout ça, bien sûr, la communication, ça rend le boulot vachement mieux. Moi, ils sont contents de travailler avec moi. J'étais partie sur un autre centre, ils étaient tristes parce que je chante, parce que je suis contente, tu vois, d'être là, de relativiser sur ton métier et te recentrer sur les choses essentielles. Et du coup, apporter plus de légèreté et de rire. Ça, c'est bien. C'est magnifique. C'est beau, hein? Et pourtant, Ouais. je suis juste facteur. Mais je le vois à tes yeux, tu as aussi envie de travailler avec moi. Je le sais. Tout à fait. Alors, on va parler un petit peu de ton deuxième métier maintenant, celui de maman. Comment ta vision de la parentalité a changé? Et est-ce qu'avec ton conjoint, vous aviez la même vision des choses? Ou est-ce que vous avez dû un peu vous mettre d'accord sur votre vision de la parentalité en fonction de votre évolution personnelle, en fonction de l'évolution de chacun, pour essayer d'être épanouis tous les deux dans votre métier de parent? Alors moi, je m'imaginais avant d'être maman. On s'imagine plein de trucs, c'est un truc de fou. Alors moi, je serais comme ci, comme ça. Je ferais pas ci, je ferais pas ça. Non, faut arrêter de faire ça. Ça sera jamais comme vous avez choisi que ça sera. Et du coup, moi, je m'étais dit, bah, ça sera comme ça, je serai trop comme ça avec mon enfant, trop fusionnel, trop, je le mettrai dans un porte-bébé tout le temps, je serai super, limite, j'essaierai l'hygiène infantile naturelle, donc il porte pas de couche, et toi, tu le tiens au-dessus d'un pot pour qu'il fasse ses besoins, enfin bon, bref, tous ces trucs-là. Et en fait, ça a été totalement l'inverse. Voilà, j'ai été maman, et du coup, j'ai ressenti l'énorme besoin, après avoir passé les premiers mois, de me recentrer sur moi et de ne pas être maman tout le temps. Mhm. Donc ça a fait l'effet totalement inverse. T'en as qui te disent ah ouais machin et en fait ça a été la révélation, le but de ma vie et tout ça. Bah dans un sens oui ça a été la révélation pour moi parce que je me suis dit ah oui je veux pas faire ça tout le temps. Mm. Et j'avais bien compris même quand j'étais enceinte qu'on faisait pas un enfant pour soi. Bah là le fait qu'il était là c'était encore pire pour moi. C'était encore pire pour moi parce que ce sentiment de ah non 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 mais c'est-à-dire
C'est-à-dire, je passe mon temps tout le temps avec lui, je vais plus voir mes amis, je vais plus sortir, je vais plus aller faire le sport, je vais plus aller... Comment ça? Comment ça? Pendant combien de temps? Je veux dire, il est à moi pour tout le temps aussi? Je veux dire, à un moment, il n'y a pas une garantie, je sais pas quoi, vous le reprenez pas un peu? C'est quoi l'idée, en fait? Non, d'accord, ok, cool, c'est génial. Et ce que ça a changé dans ma parentalité, c'est que du coup, je voulais de plus en plus de temps pour moi. J'ai eu un grand besoin, alors que je pensais que j'allais me révéler en tant que maman. J'ai une mère qui m'a toujours bercée dans ces illusions-là. De toute façon, moi, mon état naturel, c'est quand j'étais enceinte. J'ai adoré être maman. Tu verras quand il est tout petit. Bah, quand il est tout petit, c'est chiant. Je vais rien faire sans toi. Alors, il y en a, elles s'épanouissent dans le nursing. C'est génial, les couches. Le bébé, il a vraiment besoin de toi. Donc, elles doivent se sentir vraiment réconfortées d'avoir un rôle que personne d'autre qu'elles ne peuvent assumer. Moi, je me suis dit, mon Dieu, ma liberté, mais où es-tu? Pourquoi? C'était horrible pour moi. Et du coup, je me dis, mais je veux du temps pour moi, je veux absolument du temps pour moi, je veux du temps pour méditer, je veux du temps pour aller faire du sport, je veux du temps pour faire autre chose que aller travailler, faire les courses sur Internet, pour aller les chercher en drive en sortant du boulot, tu sais, la caricature de la maman parfaite qu'on voit dans les films, machin et tout. Mais je veux pas ça, en fait. Je veux du temps vraiment pour prendre le temps d'aller faire les courses, je veux du temps pour aller prendre l'apéro avec mes copines. C'est vital! À un moment, c'est vital! Et du coup, vraiment me recentrer sur moi et me dire, bah, de toute façon, ce que ça m'a apporté, c'est, bah, si je veux que mon enfant soit heureux, est-ce que le mieux, ça serait pas que je sois heureuse? Comme ça, je suis trop bien, j'irradie, tu vois, je brille avec des petites étoiles, tout ça, comme ça, et que lui, il sente ça et qu'il soit en mode, waouh, c'est trop bien, maman, elle est détendue, elle irradie, et c'est génial, waouh, au lieu d'avoir une maman avec les cernes jusque-là, les cheveux gras, et qui s'aime pas du tout, et qui est vachement frustrée dans son rôle de maman. Donc, moi, ce que la spiritualité m'a apporté au niveau de ma parentalité, c'est que je n'ai pas culpabilisé. Et ça, c'est très important. Culpabiliser, je n'ai jamais culpabilisé une seule fois de prendre du temps pour moi, à moi, de moi. Parce que j'ai des copines, on en parle. Et elles culpabilisent énormément. Elles te disent, ah mais moi, enfin, je sais pas à qui en parler, mais moi j'en ai marre. Moi, j'aimerais bien juste poser mon enfant une journée, une après-midi à sa grand-mère et rien faire, rien faire, juste je vais être tranquille dans mon canapé, comme ça, je me fais une tisane, des petits gâteaux et je suis tranquille, etc. Je dis, mais pourquoi tu le fais pas? Parce que t'imagines pas ma mère, ce qu'elle va me dire. T'as vu? Enfin, c'est comme si je rejetais mon enfant. N'importe quoi. Et c'est drôle parce que je suis comme ça, donc je n'ai jamais culpabilisé de prendre du temps pour moi, mais parce que j'ai un compagnon fantastique, n'est-ce pas? Parce qu'il m'a toujours encouragée là-dedans. Mais ma mère m'a déjà sorti ça. Des phrases culpabilisantes. Parce que je prenais du temps pour moi, parce que je partais en formation, parce que je partais même, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de bénévolat en festival, n'est-ce pas? Et du coup, je suis partie beaucoup en festival, grâce à mon compagnon qui m'a dit, pendant un an, enfin, avec ta grossesse, tout ça, t'as fait aucun festival, rien, donc là, c'est bon, je garde l'enfant, va-t'en. Je suis partie. Je suis partie plein. Tu vois, mais à côté de ça, il fallait que j'accuse le coup, que ça soit en festival auprès de festivaliers, de publics, même de bénévoles ou de partenaires qui te disaient, il est où ton enfant? Il a un père, et avec son père, c'est quoi le problème? En fait, c'est quoi l'idée du problème? Enfin, je comprends pas. Mais tu restes pas avec lui? Non, mais je l'ai laissé à la maison avec une petite gamelle d'eau, et puis voilà, il va se démerder, hein? Tu sais, tu te dis, mais en quoi c'est aberrant? Mais ils te disent des phrases comme ça, et même ma propre mère m'a déjà fait des réflexions comme ça. Ah, mais moi, j'aurais jamais pu partir comme ça. Ah, mais non, mais c'est complètement fou. Comment t'es capable de faire ça, de laisser ton enfant? Non, mais je reviens après. Je pars, mais je reviens en fait. Les gens, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte de à quel point la société et nos propres parents au sein de nos propres foyers nous culpabilisent de prendre du temps pour nous. Mais j'ai expliqué du coup à ma mère, j'ai expliqué à mon amie, je fais, si t'es heureuse, toi, là, à la maison, bah, même avec ton compagnon, ça va aller mieux. Du coup, à la maison, ça va être mieux, ça va rayonner, ça va être un super foyer. Donc, 1 plus 1 égale 2, donc ton enfant, il ira mieux. Non? Si? Allez, un effort. Alors, du coup, ce qui est important, c'est d'être heureux. Voilà. D'abord, on est heureux, comme ça, les autres, ils seront heureux autour de nous. Mais c'est vrai que c'est très mal accepté aujourd'hui, j'ai l'impression, parce que quand on dit qu'il vaut mieux d'abord prendre soin de soi et prendre du temps pour soi, pour pouvoir être à l'aise avec les autres, pour pouvoir les écouter correctement, pour pouvoir être pleinement avec eux,
Donc, penser à soi avant les autres. Beaucoup de gens le voient comme non, 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 il faut penser aux autres avant soi, c'est normal. Comme de l'égoïsme. Oui, voilà. Ils prennent ça un peu comme de l'égoïsme, alors je pensais aussi avant que à partir du moment où on pensait à soi avant les autres, c'était totalement égoïste. Jusqu'à ce que je comprenne que en prenant du temps pour moi Mm. euh, et en me faisant passer un petit peu avant les autres, c'est-à-dire que si j'ai pas envie d'aller quelque part, bah j'y vais pas et si la personne elle est déçue, bah il vaut mieux finalement que j'y aille pas plutôt que d'y aller quand même et d'être de mauvaise compagnie parce que ça n'apporte rien de bon. Et je me suis rendu compte que par plein de petites choses comme ça, parfois se faire passer avant, ça permet d'être beaucoup mieux avec soi et donc beaucoup mieux avec les autres et d'apporter beaucoup plus de choses aux autres que si on prenait pas soin de soi en fait. Mais oui, mais c'est totalement ça, le truc d'être dévoué. Alors pour moi, c'est totalement hypocrite. Tu te dévoues aux autres pour éviter de s'occuper de toi. C'est comme avec les reproches ou quoi que ce soit, tu te tournes vers les autres pour éviter de te regarder toi. Peut-être parce que tu as peur de tout le travail ou tout ce qu'il y a à faire, tu vois. Peut-être parce que peut-être tu ne t'aimes pas et tu crois que tu n'as pas à t'accorder ce temps-là parce que tu penses que tu ne le mérites pas. Alors on part vachement plus loin, mais ça existe. C'est se dévouer aux autres parce que ces personnes ne méritent pas de s'occuper de soi-même et d'être heureuse. Donc elle va se dévouer aux autres. Mais ça fait quoi? Ça fait de l'épuisement pour rien. En plus, je ne pense pas que ça peut être une bonne écoute ou un bon soutien. Moi, je pense qu'au contraire, quand tu côtoies quelqu'un de déprimé, de très très noir, et que tu la croises et que tu restes avec elle et que tu essayes de lui remonter le moral, ça peut te déprimer aussi. Autant quelqu'un qui rayonne et qui est très bien dans sa vie, qui est heureux et équilibré et qui arrive à jongler avec tous les rôles et les casquettes qu'il a pour être heureux et que tous ses besoins soient comblés, ou au moins au mieux, tu vois. Je pense que ça rayonne et que ça rayonne autour. Donc le meilleur cadeau que tu peux faire pour ton entourage, c'est de t'occuper de toi et de te sentir bien. Pour moi, c'est ça. Et qu'au contraire, si tu te sens pas bien, de toute façon, t'es pas tout seul non plus, hein, tu peux demander des coups de main pour aller Ouais, bien. tout à fait. Moi, je veux dire, le début de ma parentalité, je me sentais vraiment pas bien. J'ai fait, euh, j'ai fait une dépression postpartum, c'était très compliqué, je me reconnaissais plus dans le miroir, c'était horrible et tout. Bref, tout ça, si j'avais pas eu mon compagnon qui m'a poussé au cul pour dire non mais va-t'en, en fait va-t'en, là ouais tu te reconnais plus, ouais mais il n'y a pas que le visage en fait, c'est tout ton comportement en fait, non, il faut que tu retrouves ton comportement et les choses qui te font plaisir et qui te font du bien. C'est ce qui m'a poussé à faire et c'est ce qui fait que aujourd'hui je me sens Mm. bien parce que je me suis retrouvée et donc que j'arrive à être heureuse et à m'épanouir et ça c'est top. Et par rapport à l'éducation de ton fils, du coup, Oui. Alors du coup, l'éducation de mon fils, vu que j'ai une éducation très à la dure, où c'était beaucoup dans les reproches, les claques volaient, les ceintures aussi, etc., je me suis dit surtout pas ça. Voilà. Quand t'as une éducation vachement à la dure, en plus je suis la seule fille d'une fratrie de 4, ça n'a pas été facile de trouver ma place, donc suis dit surtout pas. Donc du coup, j'ai toujours été penchée dans une éducation positive. Après, je m'étais fait une idée tout rose, tout beau, tout magnifique à la Desperate Housewife. Moi, ça me convenait pas du tout. Après, ce que ça a pu changer, j'ai un enfant en fait qui est génial. Il est incroyable, comme toutes les mères diront de leurs enfants. Mais lui, il a un caractère hyper facile, il parle super bien et super en avance. Motricité, il fait partie des enfants éveillés, tout simplement. Seulement, j'ai un enfant qui ne dort pas. Là, il commence juste à faire ses nuits. Il a eu 2 ans il y a 3 semaines. Voilà. Donc ça veut dire 2 ans de nuit blanche. 2 ans où il passait des heures à hurler la nuit, à faire des terreurs nocturnes où tu ne dors pas et tu ne fais rien. Qu'est-ce que m'a apporté la spiritualité et tout ce que j'ai appris, toutes les formations que j'ai faites, tout à savoir bien s'ancrer, bien respirer, à bien jouer, à s'amuser à faire des ohms, à libérer tout notre amour, etc. C'est que j'ai eu un enfant apaisé et qui a commencé à dormir. Et ça a été assez incroyable, pratiquement du jour au lendemain, de me pencher vers des thérapeutes qui ne soignaient pas par l'allopathie. Et vraiment, j'ai vu le comportement sur mon enfant. Et donc, c'est rigolo d'avoir mon fils de 2 ans qui te fait des ohms super bien, par exemple, tu vois.
Quand tu fais les ohms, il est là, il te regarde, il fait il le fait, il le tient, et puis il te regarde très concentré, etc. Il s'amuse à faire des ohms, etc. Je l'ai pas encore mis au yoga et à la méditation, mais je pense que je pourrais commencer à m'amuser à vouloir faire ça. Je pense que le yoga, c'est sûr, il va kiffer grave. Mais voilà ce que ça a changé au niveau de ma parentalité. Pourrais-tu nous expliquer ce que c'est que le home pour ceux qui ne sauraient pas? Si je me trompe pas, en fait, c'est la fréquence qui est apaisante, en fait. Oui. Et pour les bébés, tu trouves plein de vidéos. D'ailleurs, quand il était tout petit, Romain le calmait comme ça. Romain, c'est mon compagnon. Je sais pas si je vous en ai parlé. Du coup, et du coup, tu fais le home et ça fait une vibration au niveau de la gorge, de la cage thoracique et même ça a des propriétés apaisantes donc pour autour de toi et pour toi. Oui. On va se rapprocher petit à petit de la fin de cet épisode, donc est-ce que tu aurais un dernier mot pour les personnes qui nous écoutent? De ne pas avoir peur de se lancer et d'avoir foi en soi. C'est un truc qui est essentiel et moi ça guide tous mes choix. J'ai foi en moi. Je pense pas avoir confiance en moi. Je pense d'ailleurs que personne n'a confiance pleinement en soi. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit ah si moi j'ai confiance en moi. Non non, mais avoir foi en soi. Et moi par contre j'ai foi en moi. J'ai foi en moi, j'ai foi en ma capacité, j'ai foi en la vie, le chemin vers lequel elle me mène. Et même des fois où j'ai eu des choix ou des conversations très très difficiles et des choix très difficiles à faire, je me suis toujours dit, non, en fait, j'ai foi en moi. Il faut que je croie en moi. Si j'en suis là et si je dois faire ça, ou je dois passer par cette épreuve-là, c'est pour quelque chose, donc je crois, j'ai foi. Quand on doute, quand on ne sait plus, on se sent perdu, on se dit non, on se recentre, surtout, on se dit j'ai foi en moi, j'ai foi en la vie, et j'ai foi. D'accord, merci beaucoup. Je tiens à te remercier d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous. C'est un plaisir. Je suis persuadée que ta soif d'expérience va déclencher chez certains l'envie et le courage surtout de se lancer vers ce qui les anime. En tout cas, je l'espère. À très bientôt. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cette rencontre vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter via la page Instagram de ce podcast et je me ferai un réel plaisir de vous lire. En attendant de nouvelles rencontres, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.